Mathilde Panot, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de LCI. Hier, vous étiez à l'université d'été à Tours, si je ne m'abuse, avec... À Valence. Tours, c'est pour les écologistes. Ah, pardon. Mais c'est une autre composante du NFPI, il n'y a aucun souci. Mais qui... Ah non, pardon, excusez-moi, je vous ai confondu avec Lucie Castet. C'est elle qui était Tout à fait. les écologistes et vous étiez à Valence. Et demain, elle sera à Valence. Et demain, elle sera à Valence. Ok. Bon, écoutez, vu l'importance de ce rendez-vous de 10h30 à l'Élysée, c'est quand même pas rien. Est-ce que très honnêtement, vous vous êtes préparé d'une certaine façon à affronter ce moment? Ou est-ce que, bon, voilà, vous êtes dans la continuité de votre action politique quotidienne et il n'y avait rien à préparer de particulier? Bien sûr qu'on s'est préparé, nous sommes des gens sérieux, et y compris tout l'été, nous nous sommes préparés à gouverner ce pays. C'est un moment effectivement qui est important, et je crois que tout le monde doit comprendre la gravité extrême de la situation que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui est le jour où Emmanuel Macron vient de dépasser le précédent record de la Ve République sur le gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes, qui était de seulement 9 jours, mais aussi celui de la Quatrième République, qui était de 38 jours. Et puisque nous savons qu'il reçoit encore des groupes politiques lundi, il risque de le dépasser largement. C'est un scandale d'avoir un président de la République qui ne respecte pas la décision des urnes et le suffrage universel. Donc, ce que nous allons aller dire en commun au président de la République, c'est qu'il doit maintenant revenir à la raison, retrouver le goût de la démocratie et nommer Lucie Castet à Matignon. C'est ça que vous allez lui dire en préambule, quasiment. Avant même, bon, il va vous dire bonjour, bonjour Monsieur le Président, et puis voilà, vous allez lui dire ça. Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons demandé à aller ensemble à Matignon avec l'ensemble des forces du Nouveau Front Populaire et en présence de Lucie Castet elle-même, qui sera elle aussi présente à ce rendez-vous avec le président de la République. Mais ce qui se dessine, Mathilde Panot, quand on écoute ce que nous disent les conseillers d'Emmanuel Macron, ceux qui ont pu discuter avec lui ces dernières heures et ces derniers jours, c'est qu'il refuse de toute façon Lucie Castet et qu'il vous opposera en quelque sorte une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, nous l'avons dit, s'il refuse de nommer Lucie Castet, alors il y aura une motion de censure du Nouveau Front Populaire et nous engagerons une procédure de destitution du président de la République. Je vais vous expliquer pourquoi. Le président de la République est le garant des institutions. Et vous savez, dans la Constitution de la Ve République, il n'est pas dit un nombre de jours maximum pour nommer un gouvernement. Pourquoi ? Parce que jamais personne n'aurait imaginé qu'un président de la République ne respecte pas le suffrage universel. Il est extrêmement choquant, et l'ensemble de la presse internationale le dit, qu'un président de la République, alors que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, refuse de donner la main au Nouveau Front Populaire pour former le gouvernement. Et je le dis d'autant plus que nous sommes maintenant à plus de 7 semaines de l'élection législative, que nous avons dans quelques jours la rentrée scolaire qui va se faire et que nous aurions déjà dû être au gouvernement pour à la fois augmenter les salaires. Je m'inscris en faux sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. L'OFCE parle de 29 000 destructions d'emplois, mais surtout, vous regarderez que, donc pas du tout 500 000, que c'est ce qui permet de remplir le carnet de commandes. Parce que 53% de l'économie française est faite sur la consommation populaire. C'est ce qui permet de relancer la consommation populaire et donc de faire en sorte que l'économie aille mieux, en plus du portefeuille des gens. Donc nous aurions déjà dû augmenter les salaires. Nous aurions déjà dû abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Et je parlais de la rentrée scolaire, faire en sorte que l'école soit réellement gratuite, les fournitures, mais aussi la cantine, les activités extrascolaires. Voilà ce que nous aurions déjà dû faire si le président de la République respectait la démocratie. Est-ce que vous êtes, par la décision du président de la République, donc qui est d'attendre, est-ce que vous vous retrouvez très coincé avec les affaires budgétaires, à supposer que vous arriviez à Matignon, parce que vous aurez moins de temps pour affiner le budget, on a quand même des contraintes européennes, des dates butoirs, etc. Donc plus il tarde, plus il vous coince, on est bien d'accord. Mais en fait, là, ils sont en train de faire quelque chose, l'austérité n'est pas une affaire courante. Le budget, il n'y a rien de plus politique de ce que peut faire un gouvernement. Vous avez un gouvernement démissionnaire qui est censé gérer les affaires courantes. Non seulement il a fait des centaines de décrets depuis le 16 juillet, des nominations à des postes clés, mais en plus de cela, il prépare un budget en expliquant que finalement, il y aurait ensuite, au prochain gouvernement, des ajustements à faire. C'est scandaleux de faire comme cela, d'autant plus qu'il a dit qu'il gelait un budget
ce qui correspond d'ores et déjà avec l'inflation, à 10 milliards d'euros d'austérité. Je le dis, l'ensemble des services publics de notre pays sont à l'os. Et c'est scandaleux d'attendre comme il est en train de le faire, non seulement parce que nous ne pouvons pas appliquer notre programme, ce pourquoi pourtant les gens ont voté, et ont voté massivement, je le rappelle, puisqu'il y a eu une mobilisation historique lors de ces élections législatives. C'est scandaleux parce que le président de la République et son parti politique ont été battus 2 fois aux élections européennes et aux élections législatives. Et là aussi, c'est extrêmement choquant. C'est là aussi la presse internationale qui le redit, parce que dans n'importe quelle démocratie, lorsque vous avez une coalition qui arrive en tête, le président de la République doit alors confier le rôle de former un gouvernement. Supposons, Mathilde Panot, à l'inverse de ce que je vous disais il y a quelques minutes, que le président, top, vous dise « Allez, Lucie Castet, je la nomme à Matignon, montrez-moi que j'ai tort ». Comment vous faites pour éviter une motion de censure dès demain ? Où est-ce que vous trouvez vos 289 voix pour faire adopter des textes à l'Assemblée nationale ? Eh bien, nous, ce que nous avons dit, c'est qu'à la fois, nous rompons avec les méthodes autoritaires de la Macronie et que nous voulons appliquer notre programme. C'est pourquoi nous avons été élus. C'est-à-dire ne pas mentir aux électeurs et aux électrices. Je fais une petite parenthèse dessus et je reviens à votre question. Mais dans ce qui est grave en ce moment, c'est que le président de la République fait croire aux gens que finalement, voter ne sert à rien. Qu'on peut voter et que rien ne changera dans ce pays, y compris lorsque la politique gouvernementale est battue. Donc ça, c'est très préoccupant démocratiquement. Donc comment faisons-nous ? Nous appliquons notre programme. Et ensuite, chacun et chacune prendra ses responsabilités dans l'Assemblée. S'ils veulent censurer un gouvernement qui est en train de remettre de l'argent dans les services publics, de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans, eh bien ça sera leur responsabilité. Mais nous aurons fait ce pourquoi nous avons été élus et je crois que nous avons des majorités à construire à l'Assemblée nationale dans le débat parlementaire. Je parlais de la retraite à 64 ans, de l'abrogation. Je parle des services publics dont tout le monde se rend bien compte que nous sommes dans une situation dramatique. Il n'y a qu'à voir la 50aine d'hôpitaux avec des services d'urgence qui sont complètement saturés cet été et les 1500 internes qu'il y aura en moins à la rentrée. Donc sur les textes comme ça, nous pouvons construire des majorités à l'Assemblée et bon courage à qui s'opposera à ces mesures aussi populaires. Très concrètement, on imagine très bien que le président de la République tout à l'heure va vous dire quels sont vos 289 députés qui vont pouvoir, ou à majorité absolue, 270, 280, 290, vous demandez à certains de ne pas voter de censure contre vous, ou vous demandez à certains de vous rejoindre sans faire de coalition avec vous ? Non, mais il n'y aura pas de coalition avec les autres. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les macronistes ont un programme qui est opposé au nôtre. Et y compris, une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron, pour l'instant, ne veut pas nommer Lucie Castet, c'est qu'il sait que nous allons défaire un certain nombre de ses politiques. Mais je vais vous dire, vous savez, les députés ne sont pas dans un environnement complètement aseptisé. Ils sont en lien avec des gens. Et lorsque nous allons parler de l'augmentation des salaires, les gens qui s'opposeront ou qui essaieront de faire tomber un gouvernement qui sont en train d'augmenter les salaires, je rappelle que sur les 6 dernières années, par exemple, l'Espagne a augmenté son salaire minimum de 54%, l'Allemagne de 36%. Donc nous sommes avec des économies qui vont bien et qui continuent. Et c'est tout à fait normal dans un pays aussi riche que le nôtre, alors que nous avons pratiquement 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Bien sûr. Eh bien, bon courage à eux lorsqu'ils voudront s'opposer à l'augmentation des salaires dans ce pays. Donc, mais sur la réforme des retraites, par exemple, ça veut dire que vous comptez sur les voix pour des députés, par exemple, du Rassemblement national, des troupes de Marine Le Pen ? Mais vous savez, nous allons construire une majorité. Je vais vous expliquer. La dernière fois, dans la précédente mandature, vous êtes d'accord qu'il y avait plus de députés macronistes. Il y en avait 80 députés macronistes de plus. Ouais. Et pourtant, la réforme de la retraite n'allait pas passer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à force de voir des gens, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes manifester dans leur circonscription, certains ont eu la petite idée que peut-être s'ils voulaient se faire réélire, que peut-être s'ils voulaient arrêter d'être interpellés à tout va sur les marchés lorsqu'ils se promènent quelque part, eh bien qu'il fallait qu'ils s'opposent aux 2 ans de vie volés aux Français. Et cette réforme n'a jamais été acceptée. Elle a été passée de force. Personne ne l'a jamais votée. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, nous avons une majorité à l'Assemblée pour faire abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Quant à l'extrême droite, qui a toujours varié sur ce sujet, ils viennent de s'allier avec M. Ciotti, qui est pour la retraite à 67 ans. Donc voilà, on va remettre quand même les choses à leur place sur l'arnaque sociale qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Alors certains observateurs politiques disent que, comme on est dans le domaine du très incertain, on peut imaginer 2 choses. D'abord,
il nomme Castet à Matignon, avec le secret espoir que dans un an, la France est à genoux, est ruinée, qu'il y a des manifs partout, qu'elle est à feu et à sang. Du coup, il redissout et du coup, peut-être, il peut espérer une nouvelle majorité avec les urnes. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est il nomme quelqu'un du centre ou du centre droit à Matignon, mais que cette personne devra continuer avec le gouvernement actuel. Vous avez lu ça aussi dans la presse, j'imagine, Mathilde Panot. Est-ce que l'une et l'autre hypothèse sont totalement hurluberlues et que c'est du jus de crâne de journalistes en mal de copie? Moi, je vais vous dire, il y a une troisième option que vous n'avez pas envisagée dans vos scénarios. C'est il nomme le Lucie Castet et puisque notre tout programme... marche bien. Mais bien sûr, puisque notre programme est entièrement financé. Nous sommes les seuls à avoir des recettes en face des dépenses. Donc nous sommes les seuls à avoir un programme entièrement financé qui a été soutenu par 300 économistes, dont, excusez-moi du peu, une prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui soutient ce programme-là. Donc je vais vous dire, si je reprends le premier scénario que vous prenez, on expliquait que si Jean-Luc Mélenchon gagnait les élections présidentielles, ce serait le chaos, la faillite dans ce pays. Bon, je crois que la faillite et le chaos, c'est Emmanuel Macron, c'est la politique qu'il est en train de mener. Donc, il faut aussi accepter à un moment, et c'est ce que Emmanuel Macron doit accepter, que déjà, nous devons respecter la souveraineté populaire qui s'est exprimée en faveur du nouveau Front populaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a d'autres politiques possibles et que ces politiques possibles ouvrent des horizons beaucoup plus heureux au pays. Par exemple, faire en sorte que l'ensemble de la jeunesse soit bien formée, avec un professeur en face de chaque élève, avec un scandale particulier dans la 7e puissance économique au monde, qui est qu'un enfant en situation de handicap en France est déscolarisé dans beaucoup de cas parce qu'il n'y a pas d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, qui sont extrêmement mal payés, extrêmement mal formés et pas titularisés. Eh bien, excusez-moi, mais je crois que ça ouvre quelque chose qui est, pour l'avenir du pays, bien meilleur que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron par la force en gouvernant contre le peuple. Je reviens aussi à l'une de vos hypothèses de travail, et même plus que de travail, donc la destitution du président de la République, s'il ne va pas dans le sens qui vous semble être devoir pris. Vous savez très bien que ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'a aucune chance et que c'est limite sur le plan constitutionnel puisque l'article de la Constitution qu'il prévoit dit qu'il y a certains cas et il n'est pas dans ces cas-là en l'occurrence. Voilà. Donc ça n'a aucune chance d'aboutir. Alors pourquoi brandir cette espèce de hocher ? Mais parce que, alors déjà, il faut être à la hauteur du moment politique. Quand je vous dis que c'est un moment extrêmement grave, avec un président de la République qui, pour la première fois dans notre pays, est en train de violer le scrutin universel. Eh bien, lorsque nous disons cela, du coup, il faut une réponse qui est à la hauteur du coup de force qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est notre rôle de parlementaire, excusez-nous, mais nous avons tout à fait le droit d'utiliser l'article 68 de la Constitution, qui, et tous les constitutionnalistes le disent, n'est pas basé, depuis la révision constitutionnelle sous Sarkozy, n'est pas basé sur des faits pénals répréhensibles, mais bien sûr une appréciation politique. Et lorsque je dis que le président doit être le garant des institutions et qu'il n'est plus le garant puisqu'il refuse, on n'a jamais vu ça, il refuse de nommer un Premier ministre issu de la coalition qui a gagné les élections législatives, eh bien je crois que c'est notre devoir de à la fois remettre l'Assemblée au centre en disant que nous réaffirmons une indépendance du Parlement vis-à-vis du pouvoir présidentiel dans le poison qu'est la Ve République, et c'est notre devoir aussi de réagir à la hauteur du coup de force qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Comment vous la faites accepter ? Comment ça marche ? On voit la réaction de vos partenaires du Nouveau Front populaire. Il faut d'abord que ce soit validé par le bureau de l'Assemblée nationale, le Nouveau Front populaire à la majorité, mais pas la France insoumise uniquement. Exactement. Alors, je fais dans les étapes. D'abord, au tout début, pour déposer une procédure de destitution, il faut 10% d'une assemblée. Donc ça, nous l'avons en notre propre sein. Bon. Ensuite, effectivement, ça passe par le bureau pour que tout le monde comprenne, puis par la commission des lois sur une majorité simple, ensuite dans l'hémicycle, et ensuite, ça passe à la deuxième chambre sur lequel il faut là aussi qu'il passe toutes ces procédures. Et ensuite, le Parlement se réunit en haute cour. Alors, si je prends l'Assemblée nationale, vous avez effectivement des expressions de certains socialistes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la destitution. Déjà, je suis heureuse de voir que l'ensemble du Nouveau Front populaire portera ensemble une motion de censure si ce n'était pas Lucie Castet. Le président du groupe, le patron du Parti socialiste, et pas uniquement au Parti socialiste, chez les écologistes et au Parti communiste également.
Non, je n'ai pas entendu les écologistes dire non. Je n'ai pas entendu non plus les communistes dire non. Donc, vous savez, nous allons avoir des discussions au fur et à mesure que les étapes avancent. Et donc, au fur et à mesure que les étapes avancent, eh bien, nous verrons comment se positionnent les uns et les autres. Et là encore, nous sommes très ouverts, très partisans du fait que ce soit le nouveau Front populaire dans son ensemble qui engage cette procédure. Et je vais vous dire, nous avons un bon point d'appui. Même si les sondages se sont beaucoup trompés ces derniers temps, il se trouve qu'il y a quelques jours, un sondage a été commandé. Normalement, au départ, c'était pour nous flétrir, pour montrer que Lucie Castet, personne ne voudrait de Lucie Castet à Matignon. Alors nous avons probablement gagné les élections par magie. Mais bref, dans ce sondage a été demandé aux Français et aux Françaises combien de pourcentage d'entre eux étaient d'accord avec le fait de destituer le président de la République. Et 4 jours après notre proposition, qui est une proposition, sans avoir fait aucune campagne, il y a déjà 44% des personnes interrogées qui disent qu'ils sont favorables à cette destitution. Je trouve que c'est un très bon score et que peut-être nous pourrions encore l'augmenter. Donc, vous voyez, les choses avancent petit à petit. Nous avons fait une proposition qui est, je crois, à la hauteur de la situation politique, qui sert aussi d'avertissement à Emmanuel Macron. Le président de la République doit respecter la souveraineté du peuple. Juste un dernier mot très brièvement, Mathilde Panot, avant que vous filiez à l'Élysée sans doute. Bon, aujourd'hui, vous discutez avec Macron, pas ce week-end. Lundi, donc c'est la droite extrême qui va à l'Élysée. Ok, une fois que, et l'extrême droite, une fois que c'est fini, Emmanuel Macron doit, selon vous, lundi soir, dire voilà, j'ai choisi. C'est lui ou c'est elle qui va à Matignon, ou il peut encore, pourquoi pas, au point où on en est avec les records, faire traîner après les Paralympiques. Mais non, mais c'est urgent. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de 7 semaines pour juste respecter le résultat des élections. Je vais vous dire, Emmanuel Macron a fait une dissolution sur demande du Rassemblement national en espérant que le Rassemblement national gagne cette élection. Eh bien, nous avons fait battre l'extrême droite comme nous avons fait battre la Macronie. Et maintenant, il faut respecter le résultat des urnes et nommer le plus rapidement possible, urgemment, il fallait même le faire il y a un mois, Lucie Castet à Matignon. Merci beaucoup Mathilde Panot d'être venue à LCI pour nous préciser, nous mettre tous les points sur les i pour qu'on comprenne bien. Merci beaucoup.